Je m'appelle Sidney Mitchell, et, à l'âge de 11 ans, j'ai appris que la nourriture était un luxe. Ce mois de juillet-là, mes parents ont annoncé qu'ils partaient en Europe pour un mois, Paris, Rome, Santorin. Ils ont déposé 2 billets de 10 $, ainsi qu'une carte de crédit, sur la table de la cuisine, m'ont dit que c'était pour les urgences, puis, ils ont traîné leurs valises vers la porte, sans un regard en arrière. Je ne savais pas que la carte n'avait jamais été activée. Je ne savais pas non plus que, 30 jours plus tard, lorsqu'ils reviendraient pour organiser une fête afin de montrer leurs photos de vacances à 40 invités, la police entrerait dans notre salon. Mais ça, c'est la fin. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. La famille Mitchell vivait dans une maison à 2 étages, dans la banlieue de Denver. La pelouse avant était parfaitement tondue. 2 voitures trônaient dans le garage, un SUV blanc pour maman, et une berline noire pour papa. Tout était beau. Tout était à sa place. Ma mère, Diane Mitchell, avait 12 000 abonnés sur Instagram. Elle postait des photos de famille chaque semaine, dîner du dimanche, escapade du week-end, sapin de Noël. Bénie, écrivait-elle, si reconnaissante pour ma petite famille. Mais, si vous regardiez de plus près, vous remarqueriez une chose, j'étais rarement sur ces photos. Mon père, Greg Mitchell, travaillait de longues heures dans une compagnie d'assurance. Il rentrait à 19 h, dînait, regardait les informations, puis partait se coucher. Quand maman disait quelque chose, il hochait la tête. Quand maman décidait quelque chose, il acceptait. Ce n'était pas une mauvaise personne, mais il n'était tout simplement pas présent. J'avais appris à m'occuper de moi-même très tôt. Je préparais mon propre petit déjeuner depuis l'âge de 8 ans, je marchais seul jusqu'à l'école, et je signais les autorisations quand maman oubliait. Elle m'appelait, la calme, devant les invités. Sidney n'a pas besoin de beaucoup d'attention, disait-elle avec un léger rire, elle aime être seule, n'est-ce pas, chérie? Elle n'attendait jamais de réponse. Je hochais la tête, parce que si je ne le faisais pas, maman soupirait, comme si je venais de gâcher sa journée entière. J'avais l'habitude d'être invisible. Je pensais que c'était normal. Je pensais que chaque enfant existait à la marge de la vie de ses parents, essayant de ne pas être un fardeau, essayant d'être assez bon pour être aimé. Mais, je n'aurais jamais pensé qu'il disparaîtrait réellement. 2 semaines avant leur départ, maman m'a appelé en bas. Elle était assise sur le canapé, son ordinateur ouvert sur un site de réservation de vol. Papa se tenait près de la fenêtre, fixant le jardin, sans dire un mot. Sidney, dit maman, d'une voix légère, comme si elle annonçait le menu du dîner, ton père et moi avons besoin de vacances. Un mois en Europe, Paris, Rome, la Grèce. Tu as 11 ans maintenant, tu es assez grande pour rester à la maison. Je suis resté figé. Avec qui vais-je rester? Ai-je demandé. Maman n'a pas levé les yeux. Tu resteras seul. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à cela? Mais un mois entier, Sidney, sa voix est devenue plus tranchante. Ne sois pas dramatique. Tu sais comment t'occuper de toi. Je t'ai tout appris. J'ai regardé papa. Il faisait toujours face à la fenêtre, le dos tourné vers moi. Est-ce que grand-mère peut venir rester ici? Ai-je demandé, ou tante Ruth? Grand-mère est occupée, maman m'a coupé net. Et Ruth, elle a marqué une pause, les lèvres serrées. Tu sais que je ne lui parle plus. Je ne savais pas pourquoi maman détestait tante Ruth. Je savais seulement qu'elle n'avait pas eu le droit d'entrer dans notre maison depuis 5 ans. Maman s'est levée, a sorti 2 billets de 10 $ et une carte en plastique argenté de son sac. Elle les a placés sur la table, devant moi. 20 $ pour des collations si tu en as besoin, et cette carte est pour les urgences. Elle m'a regardé, le regard froid. Ne l'utilise pas, sauf si la maison est en feu. Compris? J'ai hoché la tête. Bien. Elle s'est retournée vers son ordinateur. Le vol est lundi matin. Nous serons de retour dans exactement 1 mois. J'ai ramassé l'argent et la carte, puis je suis monté à l'étage. Je ne savais pas que cette carte de crédit n'avait jamais été activée. Le lundi matin, je me suis tenu sur le seuil et je les ai regardés partir. Maman portait une robe à fleurs, ses cheveux étaient fraîchement coiffés, et elle tirait une valise Louis Vuitton marron. Papa portait 2 sacs, les chargeant dans l'Uber qui attendait au bord du trottoir. N'oublie pas de bien fermer à clé, a dit maman, sans même se retourner,
ne dérange personne, et souviens-toi, tu es grande maintenant. Ils sont montés dans la voiture. Le véhicule s'est éloigné, puis a disparu au coin de la rue. Je suis resté devant la porte pendant 5 minutes encore, comme s'ils allaient revenir et dire que tout cela n'était qu'une blague. Ils ne sont pas revenus. Cette première nuit, la maison était si silencieuse que je pouvais entendre le ronronnement du réfrigérateur, l'horloge au mur, et le vent contre la fenêtre. Je suis resté allongé dans mon lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond jusqu'à 3 heures du matin. Le lendemain, j'ai ouvert le réfrigérateur. Il était presque vide, une demi-brique de lait, 4 œufs, une miche de pain périmé depuis 2 jours, et quelques bocaux de sauce tomate. Pas de viande, pas de légumes, rien qui puisse ressembler à un vrai repas. J'ai compté mon argent. 2 billets de $10, soit $20 au total. J'ai fait le calcul, $20 divisé par 30 jours, cela faisait 66 cents par jour. Peut-être que si je mange moins, me suis-je dit. J'ai sorti la carte de crédit et j'ai essayé de commander une pizza en ligne. J'ai entré le numéro, puis j'ai cliqué sur confirmer. Transaction refusée. J'ai réessayé. Refusé. J'ai appelé le numéro d'assistance imprimé au dos de la carte, et j'ai suivi les instructions automatisées. Cette carte n'est pas activée. Veuillez contacter votre banque pour obtenir de l'aide. J'ai regardé les 2 billets de $10 sur la table. C'était tout ce que j'avais, et mes parents étaient à Paris. 3e jour. Je suis allé à l'épicerie au bout de la rue. Je me tenais dans le rayon, calculant chaque centime. Nouilles ramen, 79 cents le paquet. Pain blanc, $1,29. Beurre de cacahuète, $2,99. J'ai acheté 6 paquets de ramen et une miche de pain avec mes premiers $10. La caissière m'a rendu $2,62 de monnaie. Elle m'a regardé. Tu fais les courses toute seule, ma puce? Ma maman m'attend dans la voiture, ai-je menti. De retour à la maison, j'ai rationné les ramen. Un paquet pour 2 repas, une moitié avec de l'eau chaude pour le petit déjeuner, l'autre moitié pour le dîner. 5e jour. J'ai essayé d'appeler maman. 3 sonneries. 4. 5. Allô? Sa voix semblait lointaine, avec de la musique en arrière-plan. Maman, la carte de crédit ne marche pas. Je n'ai pas d'argent pour manger. Sydney, soupira-t-elle, tu recommences tes drames. Tu as $20. Tu n'as qu'à manger moins. Je suis au restaurant. Arrête d'appeler. Mais maman, clique. Elle a raccroché. Je me suis assise par terre, dans la cuisine, le dos contre le frigo vide, et j'ai pleuré. Ce soir-là, j'ai ouvert l'Instagram de maman. Une nouvelle publication, maman debout devant la tour Eiffel, rayonnante, un verre de champagne à la main. Légende, rêverie parisienne, je vis ma meilleure vie. 123 likes, 15 commentaires. Trop belle. Tu le mérites tellement, un rêve. J'ai fixé cette photo pendant un long moment. Puis, j'ai attrapé le vieil iPad que maman m'avait donné le mois dernier, celui dont elle n'avait plus besoin après en avoir acheté un nouveau. J'ai ouvert l'appareil photo, et j'ai appuyé sur enregistrer. Aujourd'hui, c'est le 5e jour, ai-je dit, la voix tremblante, maman a posté une photo depuis un restaurant étoilé Michelin. Moi, j'ai mangé un demi-paquet de ramen. Je ne savais pas, à ce moment-là, que quelqu'un regardait, mais pas de la façon dont je l'imaginais. 7e jour. Monsieur Harold a frappé à ma porte. Harold Jensen vivait dans la maison bleue, juste à côté de la nôtre. C'était un homme de 70 ans, un veuf qui vivait seul avec un vieux chat nommé Whisker. Il me faisait signe quand je partais à l'école, mais nous n'avions jamais vraiment discuté. J'ai ouvert la porte, essayant d'avoir l'air normal. « Salut, gamine », dit monsieur Harold, m'observant de la tête aux pieds. « J'ai remarqué que les voitures de tes parents ne sont pas là depuis quelques jours. Tout va bien ? » « Oui, monsieur. Ils sont en voyage d'affaires. » « Voyage d'affaires ?» Il a haussé un sourcil. « Et qui s'occupe de toi ? » Je voulais mentir, mais j'étais trop fatigué, j'avais trop faim. Mes lèvres étaient gercées, mon visage était pâle, et je savais qu'il pouvait tout voir. Je vais bien, ai-je dit, mais ma voix a tremblé. Monsieur Harold est resté silencieux un moment. Puis,
il a demandé doucement, « As-tu mangé aujourd'hui, ma chérie ?» J'ai dégluti. Oui. Aimerais-tu venir dîner à la maison? J'en ai fait trop, et je détesterais voir ça partir à la poubelle. Je savais qu'il mentait. Il vivait seul. Mais j'avais trop faim pour refuser. Ce soir-là, assise à la table de Monsieur Harold, j'ai mangé des spaghettis comme si c'était la première fois de ma vie. Il ne disait rien, se contentant de s'asseoir en face de moi, m'observant avec une expression que je ne comprenais pas. Après le dîner, il a demandé, « Où sont tes parents, vraiment ?» Et je lui ai tout raconté, l'Europe, le mois entier, les $20, la carte qui ne fonctionnait pas. Monsieur Harold est resté silencieux pendant un long moment. « As-tu besoin que j'appelle quelqu'un ?» a-t-il demandé, « La police ? Un parent ? » Non. Ai-je presque crié, « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Ma maman a dit que si je dérangeais qui que ce soit, elle. Je n'ai pas fini ma phrase. Mais Monsieur Harold avait compris. Il soupira. Très bien, je n'appellerai personne, mais je vais t'apporter à manger chaque jour. Et si jamais tu as besoin de noter quoi que ce soit, écris-le. Parfois, les preuves sont ce qui vous protège. Monsieur Harold a gardé le silence pendant 10 jours de plus, jusqu'à ce que le silence ne soit plus une option. Deuxième semaine. L'école d'été a commencé. Maman m'avait inscrite des mois auparavant, non pas parce qu'elle voulait que j'apprenne, mais parce qu'elle ne voulait pas que je traîne dans la maison. Maintenant, je comprenais, elle avait besoin que je sois quelque part, pour que personne ne se demande pourquoi j'étais seul à la maison. Le premier jour, je suis arrivé en retard. Mes vêtements étaient froissés, je ne savais pas comment utiliser la machine à laver. Mes cheveux étaient emmêlés et il n'y avait personne pour m'aider à les brosser. J'avais des cernes sous les yeux, car je n'arrivais toujours pas à dormir. Madame Patterson, ma professeure principale, m'a regardé entrer. « Sydney, est-ce que tu te sens bien ?»« Oui, madame. » Elle n'a rien ajouté, mais j'ai senti son regard sur moi pendant tout le cours. Au 3e jour d'école, j'ai failli m'évanouir pendant les mathématiques. Tout a commencé à tourner. Le tableau noir est devenu flou. Je me suis agrippé à mon bureau, mais mes jambes n'avaient plus de force. « Sydney !» a crié la voix de Madame Patterson. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur un lit à l'infirmerie. L'infirmière scolaire me regardait, l'air inquiet. « As-tu mangé ce matin ?» a-t-elle demandé. Oui. Un demi-paquet de ramen, 6 heures plus tôt. L'infirmière m'a fait monter sur une balance. Puis, elle a regardé le chiffre en fronçant les sourcils. « Tu as perdu 4 kilos en 2 semaines, a-t-elle dit, où sont tes parents ?» Silence. « Sydney, sa voix s'est adoucie, qui s'occupe de toi ?» J'ai regardé mes mains. Elles étaient fines, pâles. Personne. L'infirmière et Madame Patterson ont échangé un regard. Cette dernière s'est assise à côté de moi, d'une voix douce mais sérieuse, « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour le moment. Mais je veux que tu saches que je ne vais pas faire semblant de ne pas voir ce que je vois. » Je n'ai pas pleuré. J'avais oublié comment faire. Mais, pour la première fois en 2 semaines, j'avais l'impression que quelqu'un me voyait vraiment. Cette nuit-là, maman a appelé. J'étais assise dans la cuisine, mangeant le riz que Monsieur Harold m'avait apporté, quand mon téléphone a vibré. Numéro international. Allô, Sydney. La voix de maman tranchait comme une lame. J'ai appris que l'école a appelé. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je n'ai rien. Tais-toi. M'a-t-elle coupé. Je suis à Santorin en train de dîner avec ton père, et je dois prendre un appel de l'école qui me dit que tu as des problèmes de santé. Est-ce que tu te rends compte à quel point j'ai honte? J'ai avalé le riz. Il est resté coincé dans ma gorge. Maman, j'ai faim. Tu recommences avec tes drames. Criait-elle maintenant. Tu as $20. Tu as de la nourriture dans le frigo. Tu as tout. Et tu trouves encore le moyen de m'embêter. La carte de crédit ne fonctionne pas. Alors ne l'utilise pas. Je te l'ai dit, urgence seulement. Si la maison brûle seulement. Je me suis tu. Sydney, écoute-moi bien. Sa voix était devenue plus basse, plus froide. Si tu racontes quoi que ce soit à qui que ce soit à l'école,
aux voisins, n'importe qui, je t'enverrai en pensionnat dès mon retour. Tu n'habiteras plus ici. Tu ne verras plus personne de ta connaissance. Compris? Silence. Sydney. Compris? Oui. Bien. J'ai entendu papa dire quelque chose en arrière-plan, mais il n'a pas pris le téléphone. Il n'a pas demandé si j'allais bien. N'appelle plus. J'essaie de me détendre. Clic. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert l'Instagram de maman. Une nouvelle photo, maman et papa devant un coucher de soleil à Santorin, souriant radieusement. Légende, dîner au crépuscule avec mon amour. J'ai attrapé l'iPad, et j'ai lancé l'enregistrement. Maman vient d'appeler, ai-je dit, ma voix ne tremblait plus, elle était juste vide. Elle a menacé de m'envoyer en pension si je disais quoi que ce soit. Elle a dit que j'étais dramatique. J'ai marqué une pause, fixant la caméra. Je ne suis pas dramatique. Je meurs de faim, et elle s'en fiche. Cette nuit-là, j'ai décidé que si personne ne voulait me croire, j'aurais des preuves qui les y obligeraient. À partir du 18e jour, j'ai enregistré des vidéos systématiquement. Chaque matin, je me levais, je prenais l'iPad, et je commençais à filmer. Jour 18. J'ai ouvert le réfrigérateur, pointant la caméra vers l'intérieur. Il reste 2 œufs, et une demi-miche de pain. Le lait est fini depuis hier. J'ai filmé la balance de la salle de bain, 38 kilos, encore un demi-kilo de moins que la semaine dernière. J'ai fait des captures d'écran des emails de maman, arrête de m'embêter. Je suis en vacances, et je les ai lus à haute voix devant la caméra. Je tenais aussi un journal écrit. Chaque page était clairement marquée, la date, les repas, mon ressenti. Jour 19. Manger un œuf et un demi-paquet de ramen. Maman a posté une photo où elle mange des huîtres à Monaco. Commentaire, un rêve éveillé. Moi, je vis un cauchemar. Jour 20. Mal au ventre toute la journée. Plus de nourriture. Monsieur Harold a apporté un sandwich. Je ne sais pas comment le remercier. Jour 21. L'école a envoyé un email à maman. Elle n'a pas répondu. Monsieur Harold me voyait m'affaiblir de jour en jour. Tu dois me laisser t'aider, dit-il un soir, la voix inquiète, je ne peux pas rester silencieux éternellement. Vous aviez promis. Je sais, soupira-t-il, mais tu ne vas pas bien. Je vais appeler l'école. Je ne donnerai pas de détails. Je leur dirai juste que quelqu'un doit venir vérifier comment tu vas. Je voulais protester, mais j'étais trop épuisé. D'accord, ai-je dit, mais ne leur donnez pas votre nom. Le lendemain matin, Madame Patterson a reçu un appel anonyme. Un voisin inquiet signalait qu'une élève, nommée Sydney Mitchell, avait besoin d'une visite de contrôle. Elle a regardé les notes qu'elle avait prises, date, symptômes, mes paroles, tout ce qu'elle avait observé ces 2 dernières semaines. Elle savait qu'en tant qu'enseignante, elle avait l'obligation légale de signaler la situation, et elle savait qu'elle ne pouvait plus se taire. Jour 21, j'ai reçu un email de l'école. Nous devons parler avec vos parents. Si nous ne parvenons pas à les joindre sous 48 heures, nous serons dans l'obligation d'avertir les autorités. Le directeur a appelé maman sur le numéro d'urgence international. Je n'étais pas là pour cet appel. Mais plus tard, Karen, la femme qui allait tout changer, m'a raconté ce qui s'était passé. Madame Mitchell, ici le directeur Davis, de la Westbrook Academy. Qu'y a-t-il? La voix de maman était douce, inquiète. Le mode « mère protectrice » était activé. Sydney a-t-elle fait quelque chose? Nous sommes inquiets pour la santé de Sydney. Elle présente des signes de malnutrition. Oh, mon Dieu, Sydney recommence ses drames. Maman a ri légèrement. C'est une enfant très imaginative, vous savez. Il y a une babysitter avec elle, une certaine Madame Johnson. Elle passe tous les jours. Pourriez-vous nous donner les coordonnées de Madame Johnson? Un silence. Laissez-moi les chercher. Je vous les envoie tout de suite. Elle ne les a jamais envoyés. Le directeur a attendu 24 heures. Pas de numéro, personne pour vérifier. Entre-temps, l'infirmière scolaire a rédigé un rapport médical officiel, Sydney Mitchell, 11 ans, a perdu 4 kilos en 3 semaines.
Signe de malnutrition. Parents injoignables. Enquête recommandée. Un signalement obligatoire a été transmis au service de protection de l'enfance, CPS, du Colorado. Un dossier a été ouvert. Une assistante sociale a été désignée. Son nom était Karen O'Loren. Cette nuit-là, maman m'a envoyé un email. L'objet était vide. Juste un paragraphe, Sydney, je sais que l'école a appelé. Si tu dis quoi que ce soit, si tu me fous la honte, je dirai à tout le monde que tu es une menteuse qui a besoin d'un traitement psychiatrique. On t'emmènera loin et personne ne te croira. Compris? J'ai lu l'email 3 fois. Puis, j'ai pris l'iPad et j'ai lancé l'enregistrement. Aujourd'hui, c'est le jour 22, ai-je dit, d'une voix plus calme que je ne l'étais réellement, maman vient d'envoyer un email me menaçant de me faire passer pour folle si je dis la vérité. J'ai lu l'email à haute voix face caméra, chaque mot, jusqu'au dernier. Ceci est une preuve, ai-je dit, je ne mens pas, et je ne me tairai plus. Petite pause. Si vous vous demandez, pourquoi Sydney n'a-t-elle pas appelé la police dès le début? Souvenez-vous, j'avais 11 ans. On m'avait appris que les parents ont toujours raison, que déranger les gens est mal, et que si j'étais assez sage, je serais aimé. Il m'a fallu 20 jours de faim pour comprendre, aucune dose de sagesse ne les ferait jamais s'intéresser à moi. Voici ce qui s'est passé ensuite. Jour 22. Karen O'Loren a frappé à ma porte. Je n'avais jamais rencontré d'assistante sociale auparavant. Je m'attendais à quelqu'un de froid, d'officiel, d'effrayant. Karen n'était rien de tout cela. C'était une femme d'une quarantaine d'années, portant un simple blazer, avec des yeux pleins de bonté. Elle a souri quand j'ai ouvert la porte. Bonjour, Sydney. Je m'appelle Karen. Je travaille pour les services de protection de l'enfance. Puis-je entrer? J'ai hésité. La voix de maman résonnait dans ma tête, ne dérange personne. Ne me fous pas la honte. Mais j'étais si lasse d'être seule. D'accord, ai-je dit. Karen est entrée. Son regard a parcouru la maison, le salon sombre, la pile de vaisselle que je ne savais pas laver, le silence qui pesait dans chaque recoin. Tes parents sont en Europe? A-t-elle demandé doucement. Oui, madame. Pour un mois. Il reste 8 jours avant qu'ils reviennent. Qui s'est occupé de toi? J'ai baissé les yeux vers le sol. Personne. Karen n'a pas réagi avec choc ou jugement. Elle a simplement sorti un petit carnet et a noté quelque chose. Puis-je voir la cuisine, Sydney? Je l'y ai conduite. Elle a ouvert le réfrigérateur presque vide. Juste quelques condiments et une miche de pain à moitié mangé que Monsieur Harold avait apporté. Elle a regardé la poubelle, des emballages de ramen vides. Elle m'a regardé, j'étais mince, pâle, avec des cernes profonds sous les yeux. Sydney, a-t-elle dit avec douceur, as-tu quelque chose que tu aimerais me montrer? Je ne sais pas pourquoi je lui ai fait confiance. Peut-être parce qu'elle était la première adulte à me poser une question au lieu de faire des suppositions. Peut-être parce que j'étais désespéré. Je suis allé dans ma chambre et je suis revenu avec l'iPad. J'ai enregistré des vidéos, ai-je dit, chaque jour. Au cas où personne ne me croirait. Karen a pris l'iPad. Elle a lancé l'une des vidéos, moi, debout devant le frigo vide, lisant la date, la voix tremblante. Quand ce fut fini, elle m'a regardé. Tu es très courageuse, Sydney. Ces vidéos sont importantes. Puis, elle m'a posé une question que personne ne m'avait jamais posée auparavant. Sydney, est-ce que tu veux être en sécurité? Pour la première fois, je l'ai dit à voix haute. Oui. Karen a appelé maman le lendemain. Je n'étais pas dans la pièce, mais Karen m'a tout raconté par la suite. Madame Mitchell, ici Karen O'Loren, des services de protection de l'enfance du Colorado. Le CPS? La voix de maman a changé, lisse, chaleureuse, le ton parfait d'une mère inquiète. Oh, mon Dieu! Est-ce que Sydney va bien? Que s'est-il passé? Nous avons reçu des rapports faisant état d'une possible négligence. Votre fille est restée seule pendant plus de 3 semaines. Seule? Non, non. Il doit y avoir un malentendu. Maman a ri légèrement. Sydney a une babysitter, Madame Johnson. Une femme charmante. Elle passe tous les jours vérifier comment elle va.
Je vois. Pourriez-vous me fournir les coordonnées de Madame Johnson? Silence. Bien sûr. Laissez-moi les trouver. Je vous les envoie par email immédiatement. Elle ne l'a jamais fait. Karen a vérifié, il n'y avait aucune Madame Johnson dans l'annuaire du quartier. Personne de ce nom n'avait visité notre maison. Personne ne pouvait confirmer l'existence d'une babysitter, parce qu'elle n'existait pas. Karen a déposé une demande d'assignation pour obtenir les relevés bancaires de maman légalement, officiellement, par les voies appropriées. 3 jours plus tard, la banque a envoyé les documents. Karen m'a fait asseoir et m'a montré une page imprimée, des chiffres, des dates, des transactions. Sydney, a-t-elle dit avec précaution, tes parents ont dépensé 47 312 $ en Europe ce mois-ci. Hôtel, restaurant, shopping. J'ai fixé les chiffres. La carte supplémentaire qu'ils t'ont laissée? A continué Karen, elle n'a jamais été activée. Pas une seule transaction, parce qu'elle était inutilisable. Je le savais, je l'avais toujours su, mais le voir écrit sur papier, de façon officielle et indéniable, était différent. Ils ont dépensé presque 50 000 $ pour leur voyage, a ajouté Karen à voix basse, et ils t'ont laissé avec 20 $. Je n'ai pas pleuré. Je pensais avoir oublié comment, mais quelque chose en moi s'est brisé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ai-je demandé. Karen a fermé le dossier. Maintenant, nous allons nous assurer que tu es en sécurité. Et quand tes parents rentreront, il y aura des conséquences. Maman m'a appelé le soir même, après avoir parlé à Karen. J'étais chez Monsieur Harold. Karen avait organisé mon séjour temporaire là-bas le temps que l'enquête se poursuive. J'étais en sécurité, nourri. Mais maman ne le savait pas. Mon téléphone a sonné. Numéro international. Mon estomac s'est noué. Allô, Sydney. La voix de maman était glaciale. Qu'est-ce que tu leur as dit? Maman, Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Elle ne criait plus, et c'était pire. Tu détruis cette famille. Tout ce que j'ai construit, notre réputation, notre vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu supporter d'être seul quelques semaines? Je mourais de faim, maman. Tu allais très bien. Hurlait-elle maintenant. Je t'ai donné de l'argent. Je t'ai donné une carte. Je t'ai tout donné. Et c'est comme ça que tu me remercies? En appelant le gouvernement contre ta propre mère. J'ai serré le téléphone plus fort. La carte ne marchait pas. Tu savais qu'elle ne marchait pas. Silence. Sydney, écoute-moi bien. Sa voix est devenue plus basse, menaçante. Quand je rentrerai, tu vas leur dire que tu as exagéré. Tu vas dire que tu voulais attirer l'attention. Tu vas arranger ça. Quelque chose a basculé en moi. Quelque chose qui pliait depuis 11 ans a fini par rompre. Non. Pardon? J'ai répété, non. Ma voix était assurée. Je ne mentirai pas pour toi. J'ai les vidéos, maman. Le frigo vide, ma perte de poids, tes emails de menaces, tout. Un long silence. Quelle vidéo? J'ai enregistré chaque jour. Le manque de nourriture. La balance. Tes posts Instagram depuis Monaco pendant que je mangeais un demi-paquet de ramen. Tout y est. J'ai entendu maman reprendre son souffle. Tu mens. Non. Et j'en ai fini de te protéger. Elle a raccroché. Je suis restée assise dans la cuisine de Monsieur Harold, les mains tremblantes, mais ce n'était plus de la peur. 3 jours plus tard, maman a posté sur Facebook, de retour à la maison pour retrouver ma petite puce. J'ai hâte de faire une fête et de partager notre voyage incroyable avec tout le monde. 40 personnes ont confirmé leur présence, et je savais que cette fête serait le moment où tout s'arrêterait. La veille du retour de mes parents, Karen est venue chez Monsieur Harold. Elle s'est assise en face de moi, dossier en main, le visage sérieux mais bienveillant. Sydney, je veux que tu saches ce qui va se passer. J'ai hoché la tête, serrant mon verre d'eau. Nous avons assez de preuves, tes vidéos, les rapports médicaux de l'école, les relevés bancaires, les emails de ta mère. Elle a marqué un temps d'arrêt. Dès que tes parents seront de retour, il y aura des poursuites judiciaires. Des poursuites. Ils seront accusés de mise en danger d'enfants.
C'est un crime au Colorado. La voix de Karen était douce mais ferme. La police va intervenir. J'ai dégluti. Est-ce qu'ils iront en prison? Cela dépendra de beaucoup de choses, mais au minimum, ils seront arrêtés et mis en examen. Et Sydney, tu ne retourneras pas vivre avec eux. Pas pour le moment. J'aurais dû ressentir quelque chose du soulagement, de la peur, de la colère. Au lieu de cela, je me sentais juste vide. Quand? Ai-je demandé. Demain. Dès qu'ils seront arrivés. Karen a hésité. Sydney, ta mère a prévu une fête. Une fête de bienvenue. Avec 40 invités. Je le savais. J'avais vu le post sur Facebook. Nous avons décidé d'exécuter le mandat pendant la fête, a poursuivi Karen. Ce n'est pas pour les humilier, mais parce que nous savons qu'ils seront là, qu'il y aura des témoins pour assurer la sécurité, et, elle m'a regardé attentivement. Parfois, la vérité doit être vue par tous. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Maman était à l'aéroport à cet instant précis, se plaignant probablement de la durée du vol, choisissant déjà sa tenue pour la fête, réfléchissant à la légende de sa prochaine photo Instagram. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai regardé par la fenêtre de Monsieur Harold. La rue était calme, sombre. Demain, 2 voitures de police seraient garées au coin de la rue. Le jour du retour de mes parents, le ciel de Denver était d'une clarté parfaite. 40 invités étaient en route, et la vérité l'était aussi. La fête de bienvenue a commencé à 17h. Depuis la fenêtre de Monsieur Harold, j'ai vu les voitures s'aligner devant ma maison, les unes après les autres. Voisins, collègues de maman, amis de son club de lecture, des gens qui avaient aimé ses photos Instagram, des gens qui croyaient en cette famille parfaite. À travers notre fenêtre de façade, je pouvais voir les décorations, des ballons, une bannière, bienvenue à la maison, et un diaporama qui défilait sur la télévision, sans doute des photos d'Europe. Maman se tenait dans le salon, portant une nouvelle robe achetée à Milan, les cheveux impeccables, le sourire radieux, circulant parmi les invités comme si elle était née pour ça. Diane, tu es magnifique. Raconte-nous tout sur ce voyage. Vous nous avez tellement manqué. Je la voyais embrasser les invités, rire, désigner le diaporama, la tour Eiffel, le Colisée, les couchers de soleil de Santorin. Chaque photo était une mise en scène, chaque sourire était un mensonge. Un invité a posé une question. Je n'entendais pas les mots, mais je pouvais lire sur les lèvres de maman, Sydney? Oh, elle est fatiguée, elle se repose dans sa chambre. Vous savez comment sont les enfants à cet âge. Elle ne savait pas que je n'étais pas dans ma chambre. Elle ne savait pas que je n'étais même pas dans la maison. J'ai regardé le diaporama changer, maman et papa trinquant au champagne à Monaco, maman faisant du shopping à Milan, papa sur un yacht sur une mer d'un bleu magnifique. Pas une seule photo de moi. Monsieur Harold s'est assis à côté de moi. Ça va, gamine? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Puis, je l'ai vu. Une berline sombre, banalisée, s'est arrêtée au coin de la rue. Karen est descendue du côté passager. 2 agents en uniforme sont sortis d'une seconde voiture derrière elle. Monsieur Harold a posé une main sur mon épaule. À l'intérieur de la maison, le diaporama s'est arrêté. Maman a levé son verre de champagne, prête à porter un toast. La sonnette a retenti. Maman a ouvert la porte, le sourire déjà aux lèvres, s'attendant probablement à un autre invité. Le sourire s'est figé. Karen O'Loren se tenait sur le perron, dans son blazer, un dossier à la main. Derrière elle, 2 policiers en uniforme complet, l'agent Nguyen et l'agent Brox. Madame Mitchell. La voix de Karen était calme, professionnelle. Je suis Karen O'Loren, des services de protection de l'enfance. Voici les agents Nguyen et Brox. Nous devons vous parler. Le visage de maman a traversé 3 expressions en 2 secondes, la confusion, la reconnaissance, puis la fureur. Elle a fini par afficher un sourire forcé. Je suis désolé. Ce n'est pas le bon moment. Je reçois du monde. Madame, cela concerne la sécurité de votre fille. Derrière maman, le silence s'est fait dans la pièce. 40 paires d'yeux se sont tournés vers la porte. Sur la télé, les photos du Colisée continuaient de défiler en silence. Maman a tenté de sortir pour refermer la porte derrière elle.
Nous pouvons peut-être discuter de cela en privé. L'agent Nguyen a pris la parole. Madame Mitchell, nous avons un mandat. Votre mari et vous êtes accusé de mise en danger d'enfant, en vertu de l'article 18-6-401 du Code pénal du Colorado. Les mots sont restés suspendus. Quelqu'un dans la foule a étouffé un cri. Les murmures ont commencé. Le cliquetis des verres s'est arrêté. C'est ridicule. La voix de maman était tendue, mais elle jouait encore la comédie, souriait encore. Il y a un malentendu. Sydney va très bien. Elle est à l'étage en ce moment même. Madame, Karen a fait un pas en avant. Sydney n'est pas à l'étage. Elle est sous garde protectrice depuis 4 jours. Le sourire de maman s'est brisé. Quoi? Votre fille a été retrouvée seule et souffrant de malnutrition. Elle a tout documenté. Karen a brandi le dossier. Nous avons des preuves vidéo, des rapports médicaux et des relevés bancaires obtenus par voie d'assignation. Le silence était désormais de plomb. Les 40 invités restaient pétrifiés, leur coupe de champagne à la main, regardant Diane Mitchell, la femme qui venait de leur montrer ses couchers de soleil à Santorin, se faire notifier ses droits. Maman s'est tournée vers ses invités, sa prestance volant en éclats. C'est un malentendu. Son rire était trop haut, trop sec. Sydney c'est une enfant très imaginative. Elle invente des choses. Il y avait une babysitter. Madame Mitchell a coupé la voix de Karen. Nous avons vérifié. Il n'y avait pas de babysitter. Pas de Madame Johnson. Personne n'a rendu visite à votre fille pendant 30 jours. Ce n'est pas. Nous avons également obtenu vos relevés de carte de crédit. Karen a ouvert le dossier, lisant calmement. Vous avez dépensé 47 312 $ pendant votre voyage, hôtel 5 étoiles, restaurant Michelin, boutique de créateurs. Elle a levé les yeux. La carte supplémentaire que vous avez laissée à Sydney n'a jamais été activée. Elle ne pouvait pas s'en servir. Vous avez laissé une enfant de 11 ans avec 20 $ en liquide pour un mois entier. Un murmure a parcouru l'assistance. Papa, Greg, se tenait pétrifié près de la télé, le visage blanc comme un linge. Il n'avait pas dit un mot depuis l'arrivée de la police. Greg. L'un de ses collègues s'est approché de lui. C'est vrai, tout ça? Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Une femme au fond de la pièce, Madame Patterson, ma professeure, qui avait été invitée car elle était une voisine, s'est avancée. Je suis la professeure de Sydney, a-t-elle dit d'une voix ferme. C'est moi qui ai déposé le rapport obligatoire. J'ai vu cet enfant arriver à l'école affamé, épuisé, portant les mêmes vêtements pendant des jours. Ce que vous entendez n'est pas une exagération. C'est la réalité. Maman s'est retournée contre elle. Vous? C'est vous qui avez fait ça? Non, Madame Mitchell. Madame Patterson n'a pas scié. C'est vous qui avez fait ça. Le silence est retombé. Puis, l'agent Nguyen a sorti les menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Les jambes de maman se sont dérobées. Non, non. Attendez. Ce n'est pas. Karen a regardé l'agent Brox et a hoché la tête. Lancez-la. Sur la télé, le diaporama a disparu. Une vidéo a pris sa place. Mon visage, ma voix. Aujourd'hui, c'est le 15e jour. Le frigo ne contient qu'un œuf et du lait périmé. Il me reste 3 $. Maman est à Monaco. Ma voix a rempli le salon. Sur l'écran, je me tenais devant notre réfrigérateur, le même que ses invités venaient de frôler pour prendre leur champagne. Je l'ai ouvert devant la caméra. Il était presque vide. Un seul œuf, une brique de lait dont la date de péremption était dépassée. Aujourd'hui, c'est le jour 15, disait la Sydney de la vidéo, d'une voix ténue et fatiguée, je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. La caméra a montré la balance de la salle de bain, 37,5 kg, contre 41,5 au départ de mes parents. Maman a posté une photo de Monaco aujourd'hui. Elle mange dans un restaurant où l'assiette coûte 300 $. Ma voix s'est brisée. Moi, j'ai mangé un demi-paquet de ramen. C'était le dernier. Dans la foule, une femme en robe bleue s'est couvert la bouche. La vidéo a changé.
Jour 18. Je lisais l'email de maman à haute voix, arrête de faire ton cinéma, Sydney. Tu as tout ce qu'il te faut. Ne m'appelle plus. Ma voix était vide. Elle a écrit ça alors que j'avais tellement faim que j'avais la tête qui tournait. Une autre vidéo. Jour 22. L'email où maman menaçait de me faire passer pour folle. J'observais la scène depuis la fenêtre de Monsieur Harold. Je n'entendais pas la vidéo d'ici, mais je voyais les visages des invités, l'horreur, le dégoût, l'incrédulité. Maman hurlait maintenant. Éteignez ça. Elle ment. Elle. Madame Mitchell, a dit Karen d'une voix posée, ces vidéos ont été enregistrées par votre fille sur l'iPad que vous lui avez donné. Elles sont horodatées. Elles correspondent aux rapports médicaux de son école. Ce sont des preuves. Madame Patterson a repris la parole, s'adressant à toute la pièce, j'ai vu Sydney à l'école. La perte de poids, l'épuisement, les vêtements sales. Tout concorde avec ce que vous voyez. Maman a jeté des regards éperdus autour d'elle, vers ses collègues, ses voisins, ses amis. Personne ne voulait croiser son regard. Même papa s'était écarté d'elle. J'ai regardé ma mère, debout, seule, dans une pièce pleine de gens qui voyaient enfin la vérité. J'ai su exactement à quel moment elle a compris. Le visage de maman est passé par toutes les étapes, le déni, le marchandage, la rage, avant de se fixer sur quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle, la peur. Elle a regardé l'écran où ma vidéo tournait encore. Elle a regardé les 40 invités, leur verre de champagne désormais abaissé, leur visage de marbre. Elle a regardé les policiers avec leurs menottes prêtes, et puis, elle a dit les mots que je n'oublierai jamais, les mots du début de cette histoire. Non. Sa voix était un murmure d'abord, puis un cri. Non. Non. Ça ne peut pas arriver. Mais si, c'était en train d'arriver. Papa a tenté de parler. Diane, peut-être qu'on devrait se taire. Elle s'est retournée vers lui, son mascara commençant à couler. C'est ta faute. Tu ne t'es jamais occupé d'elle. Tu n'as jamais. Ma faute? La voix de papa s'est brisée, ce voyage était ton idée. Tu disais qu'elle irait bien. Tu disais. J'ai dit qu'elle était assez grande. Elle a 11 ans. Elle devrait être capable de... De quoi? La voix venait du fond de la pièce. Une femme plus âgée s'est avancée, Martha Keller. Elle connaissait maman depuis des années et elle lui avait vendu son assurance habitation, venait à ses dîners, commentait, sublime, sur chaque post Instagram. Le visage de Madame Keller était dur, désormais. De quoi, Diane? De mourir de faim? De se nourrir avec $20 pour un mois pendant que tu mangeais des huîtres à Monaco. Elle a secoué la tête lentement. Je te connais depuis 15 ans. Je pensais savoir qui tu étais. La bouche de maman s'est ouverte, puis refermée. Aucun mot n'est sorti. Pour la première fois de sa vie, Diane Mitchell n'avait plus de rôle à jouer. L'agent Nguyen s'est avancé. Madame, monsieur, vous devez nous suivre maintenant. Maman a regardé autour d'elle une dernière fois, cherchant un allié, un défenseur. N'importe qui. La salle lui a renvoyé 40 perdus qui avaient cessé de croire. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Personne ne l'a sauvé. Ils ont escorté mes parents vers la porte, les menottes au poignet. Ils ne les ont pas traînés, ils n'ont pas crié et ils ont juste marché. Le visage de maman était vide, comme si elle avait laissé son corps quelque part entre le salon et le perron. Papa gardait la tête basse, incapable de regarder qui que ce soit. Les invités se sont écartés pour les laisser passer. Personne n'a dit au revoir. Personne n'a proposé son aide. Personne n'a fait un pas pour dire « il doit y avoir une erreur ». Dehors, les voisins commençaient à se rassembler sur leur porche. Les nouvelles vont vite en banlieue. Madame Chen d'en face, les Peterson du coin, la famille avec le Golden Retriever qui me saluait toujours, ils ont regardé en silence mes parents être installés à l'arrière de la voiture de police. À travers la fenêtre de Monsieur Harold, j'ai vu maman marquer un temps d'arrêt avant de monter. Pendant une seconde, elle a levé les yeux vers notre maison, vers la bannière « Bienvenue » qui pendait encore à la fenêtre, vers tout ce qu'elle était sur le point de perdre. Puis, la main du policier a guidé sa tête vers le bas et elle a disparu sur le siège arrière. La voiture s'est éloignée.
J'ai continué de regarder jusqu'à ce que les feux rouges s'effacent au coin de la rue. Monsieur Harold se tenait à mes côtés. Il n'a rien dit, il a juste posé une main sur mon épaule. Chez moi, la fête était finie. Les invités partaient vite, en silence, la tête basse. Personne ne voulait être associé à ce qu'ils venaient de voir. Le champagne restait intact. Le diaporama avait été éteint. La bannière, bienvenue, flottait dans la brise venant de la porte restée ouverte. Karen est apparue sur le perron de Monsieur Harold quelques minutes plus tard. Elle a frappé doucement. Sydney? Elle est entrée. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Je peux respirer, ai-je dit enfin. Pour la première fois depuis un mois, je peux enfin respirer. Karen a hoché la tête. C'est un début. Dehors, les lampadaires se sont allumés. Les voitures de police étaient parties. Les voisins étaient rentrés chez eux. Et moi, j'étais toujours là. Avant de continuer, je sais que certains d'entre vous se disent, est-ce que Sydney le regrette? Après tout, c'est sa mère. La réponse courte est non. Je ne regrette pas d'avoir dit la vérité. Je n'ai pas détruit ma famille, ma mère l'a détruite bien avant que j'ouvre la bouche. J'ai juste arrêté de la couvrir. Si vous êtes dans une situation similaire, si vous vous demandez si vous avez le droit de parler, la réponse est oui, vous l'avez. Voici maintenant ce qui s'est passé après l'arrestation. Le lendemain de l'arrestation, tante Ruth est apparue. J'étais assise à la table de Monsieur Harold, mangeant des œufs brouillés et de vrais œufs brouillés avec du fromage et du pain grillé quand on a frappé à la porte. Monsieur Harold a ouvert. Une femme se tenait sur le perron, la trentaine, les cheveux bruns comme maman mais plus souples, et des yeux fatigués mais pleins de bonté. Elle portait un jean et un pull simple, pas de marque de luxe, pas d'esthétique Instagram parfaite. Je cherche Sydney, a-t-elle dit. Je suis sa tante, Ruth Delaney. Je me suis figé. Tante Ruth, la tante à qui maman n'avait pas parlé depuis 5 ans. Celle dont le nom faisait se serrer la mâchoire de maman dès qu'il était prononcé. Monsieur Harold m'a regardé. J'ai hoché la tête. Ruth est entrée. Dès qu'elle m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Oh, ma chérie. Elle a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras. Je suis tellement désolé. Tellement désolé de ne pas être venu plus tôt. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Je suis resté raide au début, je n'avais pas l'habitude qu'on me serre dans ses bras. Puis, quelque chose a lâché en moi et je l'ai serré en retour. Comment avez-vous su? Ai-je demandé, la voix étouffée contre son épaule. Madame Patterson m'a appelé. Elle a trouvé mon numéro dans un vieux dossier de contact d'urgence datant d'il y a des années. Ruth s'est reculée pour me regarder. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Nous nous sommes assises à table. Ruth a tenu mes mains pendant qu'elle parlait. Ta maman et moi avons cessé de nous parler il y a 5 ans. Sais-tu pourquoi? J'ai secoué la tête. Parce que je lui ai dit la vérité, la voix de Ruth était triste mais assurée. Je lui ai dit qu'elle était plus obsédée par son image que par le fait de t'aimer vraiment. Elle n'a pas voulu l'entendre, alors elle m'a rayé de sa vie. Elle a pressé mes mains. Sydney, ce qui t'est arrivé n'est pas ta faute. Ta mère a eu tort, et maintenant, tu m'as moi. J'ai regardé cette femme, cet inconnu qui partageait mon sang mais qui avait été effacé de ma vie. Vous me connaissez à peine, ai-je chuchoté. Alors, changeons cela. Elle a souri. J'ai déjà déposé une demande de garde temporaire. Le CPS l'a approuvé ce matin. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui n'était ni la faim, ni la peur, ni l'épuisement. J'ai ressenti de l'espoir. Le système judiciaire est allé vite. Maman et papa ont été accusés de mise en danger d'enfants, un crime de classe 3 au Colorado. Ils ont payé leur caution, mais les conditions étaient strictes, aucun contact avec moi, pas d'appel, pas de texto, pas même par l'intermédiaire d'un avocat sans l'accord du CPS. Les preuves étaient accablantes, mon journal vidéo, 22 enregistrements avec les dates montrant le frigo vide, la balance, mon visage émacié lisant les emails de menaces de maman, le rapport médical de l'école, 4 kilos perdus en 3 semaines. Signe de malnutrition documenté par une infirmière diplômée, et les relevés bancaires, 47 312 $ dépensés en Europe dans des hôtels de luxe, des restaurants étoilés et du shopping de créateurs à Milan. Pendant ce temps,
la carte supplémentaire qu'il m'avait laissée affichait 0 transaction, parce qu'elle n'avait jamais été activée. Les propres emails de maman, arrête tes drames, ne m'appelle plus, je dirais que tu es folle, ont scellé leur sort. Leur avocat a tenté de minimiser, un malentendu, un oubli, les parents pensaient que des dispositions avaient été prises. Mais on ne discute pas avec les eurodatages. On ne négocie pas avec des relevés bancaires. On ne peut pas justifier le fait qu'une enfant ait perdu 4 kilos pendant que sa mère mangeait des huîtres à Monaco. La nouvelle s'est répandue dans Denver comme un feu de forêt, un couple dépense 47 000 $ en vacances en Europe et laisse une enfant de 11 ans avec 20 $. L'agence immobilière de maman l'a licenciée en une semaine. Nous ne pouvons pas nous permettre une telle publicité, ont-ils dit. Papa a été suspendu par son entreprise. Leur nom était dans les journaux, aux informations locales, partagées dans tous les groupes Facebook. Le compte Instagram, celui aux 12 000 abonnés, plein de « bénis » et de « reconnaissantes » a été supprimé, mais les captures d'écran avaient déjà circulé partout. Une semaine après l'arrestation, maman m'a appelé via le numéro de son avocat. Sydney, sa voix était étrange, plus petite. Si tu retires ce que tu as dit, si tu leur dis que tu as exagéré, nous pourrons arranger ça. Je te promets que je vais changer. J'ai tenu le téléphone pendant un long moment, puis j'ai répondu. Maman, ma voix était calme et posée, rien à voir avec la petite fille de 11 ans terrifiée qui suppliait pour manger il y a 3 semaines. J'ai 22 vidéos. J'ai tes emails. J'ai les relevés bancaires que le CPS a obtenus. J'ai l'infirmière scolaire, ma professeure, mon voisin et une assistante sociale qui ont tous vu ce que tu as fait. Silence à l'autre bout. Tu as eu un mois pour changer, ai-je continué, chaque fois que j'ai appelé, tu m'as dit que je faisais des drames. Tu as menacé de m'envoyer au loin. Tu as dépensé 47 000 $ pour toi-même pendant que je mangeais un demi-paquet de ramen par jour. Sydney, je n'ai pas fini. Les mots venaient de loin, d'un endroit resté silencieux pendant 11 ans. Tu n'as pas oublié d'activer cette carte. Tu n'as pas oublié de trouver quelqu'un pour me garder. Tu t'en fichais, tout simplement. Je ne faisais pas partie des vacances. Je ne faisais pas partie des photos Instagram. Je ne faisais partie de rien, parce que pour toi, je n'ai jamais vraiment fait partie de cette famille. Je l'ai entendu reprendre sa respiration. Je ne te déteste pas, maman. Et je le pensais vraiment. La haine aurait demandé une énergie que je n'avais plus. Mais je ne mentirai pas pour toi. Et je ne te reparlerai plus avant d'avoir 18 ans, quand je pourrai décider par moi-même. Sydney, s'il te plaît. Adieu, maman. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur d'autre chose. Quelque chose qui ressemblait à la liberté. Ruth se tenait dans l'encadrement de la porte, elle avait tout entendu. Ça va ? A-t-elle demandé doucement. J'y ai réfléchi. Je crois que oui. Je crois que je viens de dire tout ce que j'avais besoin de dire. Ruth a traversé la pièce et m'a serré fort. Je suis fier de toi, a-t-elle chuchoté, c'était la chose la plus difficile, et tu l'as faite. Je n'ai pas pleuré, mais je me suis agrippé à elle. Ce fut la dernière fois que j'entendis la voix de ma mère pendant 7 ans. 6 mois plus tard, nous sommes allés au tribunal. Je n'y étais pas. Ruth et Karen avaient convenu qu'il serait préférable pour moi de rester à la maison et d'apprendre le verdict après coup, plutôt que de voir mes parents devant un juge. Mais Karen m'a tout raconté. Maman et papa ont accepté un accord de plaider coupable pour éviter un procès. Leur avocat les avait prévenus, les preuves étaient trop solides, l'opinion publique trop accablante. Un procès ne ferait qu'empirer les choses. La sentence, 2 ans de mise à l'épreuve, 200 heures de travaux d'intérêt général, et une mention permanente à leur casier et mise en danger d'enfants. Une condamnation pour crime qui les suivrait à jamais. Mais ce n'était pas la véritable punition. Le juge a révoqué leurs droits parentaux de façon permanente. Les parents ont le devoir sacré de protéger leurs enfants, a dit le juge, selon Karen. Vous avez choisi des vacances de luxe au détriment de la sécurité de votre fille. Vous avez laissé une enfant de 11 ans seule pendant 30 jours avec 20 $ et une carte de crédit que vous saviez inutilisable. Ce tribunal ne peut pas, en bonne conscience, confier à nouveau cet enfant à votre garde. La tutelle de Ruth est devenue permanente ce jour-là. J'étais officiellement à elle. Maman a pleuré dans la salle d'audience, pas des petites larmes, mais de gros sanglots qui résonnaient contre les murs.
Mais Karen a dit que cela ne ressemblait pas à du remords. Cela ressemblait à du chagrin pour sa réputation, son image, la vie qu'elle avait bâtie sur des « j'aime », Instagram et des compliments lors de dîners mondains. Papa n'a rien dit, il avait à peine parlé depuis l'arrestation. Juste un homme vide dans un costume, regardant tout s'effondrer. Après l'audience, Karen est venue à l'appartement de Ruth avec des papiers. « C'est fini », a-t-elle dit, « tu es en sécurité maintenant, Sydney. Légalement, et pour toujours. » Elle m'a tendu une enveloppe. « Ta mère t'a écrit une lettre. Elle a demandé au juge de te la transmettre. » Karen a marqué une pause. « Tu n'es pas obligé de la lire. Pas maintenant, jamais, si tu n'en as pas envie. » J'ai pris l'enveloppe. Elle semblait lourde entre mes mains. « Je déciderai plus tard », ai-je dit. J'ai mis la lettre dans le tiroir de mon bureau. Elle y est restée 7 ans. La vie avec tante Ruth était différente. Elle vivait dans un petit appartement à Boulder, pas de maison à étage, pas de pelouse parfaite, pas d'esthétique digne d'Instagram. Juste 2 chambres, une cuisine avec des assiettes dépareillées, et un canapé qui avait vécu. C'était l'endroit le plus chaleureux où j'ai jamais habité. « C'est ta chambre », m'a dit Ruth le premier jour, en ouvrant la porte d'un petit espace avec un lit, une place et une étagère vide. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais nous pouvons la décorer comme tu veux. Ton choix. » Mon choix. On ne m'avait jamais demandé ce que je voulais. Nous dînions ensemble chaque soir. Pas des dîners sophistiqués, parfois juste des pâtes avec de la sauce en bocal, ou des sandwichs au fromage fondu avec une soupe à la tomate. Mais Ruth s'asseyait en face de moi et me posait des questions sur ma journée. Elle écoutait vraiment les réponses. « Je ne suis pas parfaite, Sydney », m'a-t-elle dit un soir. « Je ferai des erreurs. Mais je te promets 2 choses, je serai toujours là, et je t'écouterai toujours. » Je ne savais pas quoi faire de cette promesse. Une partie de moi s'attendait toujours à ce qu'elle s'en aille, qu'elle se fatigue de moi, qu'elle décide que j'étais trop compliqué. Elle ne l'a jamais fait. 3 semaines après mon arrivée, je suis descendu et j'ai vu quelque chose sur le calendrier de la cuisine. Ruth avait écrit au feutre violet, « Sélection de basket pour Sydney, 15 heures. » J'ai fixé l'inscription. Maman n'avait jamais noté mes activités sur un calendrier. Elle n'avait jamais su quand avaient lieu les sélections, les spectacles ou les réunions parents-prof. La moitié du temps, elle oubliait de venir me chercher. « Vous vous en êtes souvenu ?» ai-je dit. Ruth a levé les yeux de son café. « Bien sûr que oui. Je veux être là, si tu es d'accord. » Quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine. « Oui, » ai-je chuchoté, « je veux bien. » Elle a souri. Et pour la première fois, je me suis autorisé à croire que c'était réel, qu'elle n'allait pas disparaître. Il a fallu 1 an pour avoir l'assurance que Ruth resterait. Il a fallu 2 ans pour arrêter de vérifier le frigo chaque matin, juste pour être sûr qu'il y avait de la nourriture. Mais petit à petit, j'ai commencé à guérir. 6 mois après la condamnation, j'ai appris pour l'argent. Ruth m'a fait asseoir un samedi matin, un dossier de documents sur la table entre nous. « Sydney, il y a quelque chose que tu dois savoir sur l'héritage de ta grand-mère. » J'ai cligné des yeux. Grand-mère Eleanor était morte quand j'avais 7 ans. Je m'en souvenais à peine. Elle a laissé un fonds pour tes études, à ton nom. Tes parents ne pouvaient pas toucher au capital, mais ils étaient censés le gérer pour toi jusqu'à tes 18 ans. Ruth a ouvert le dossier. Dans le cadre de la procédure judiciaire, ce fonds a été transféré à une fiducie supervisée par le tribunal. Ni ta mère, ni ton père ne peuvent plus y accéder. J'ai regardé le chiffre sur la page. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais imaginé. C'est à moi. À toi pour l'université, pour ton avenir. La voix de Ruth était ferme. Personne ni moi, ni personne ne peut l'utiliser sans l'approbation du tribunal avant que tu sois majeur. J'ai repensé aux virées shopping de maman à Milan, aux hôtels 5 étoiles, aux 47 000 $ dépensés en un mois pendant que je rationnais mes ramen. Est-ce qu'ils auraient pu utiliser ça avant? Ai-je demandé doucement, l'argent de grand-mère? Ruth a hésité. Le capital était protégé, mais ils avaient accès à une partie des intérêts. Elle soupira. Disons simplement que le tribunal a tout passé en revue. Ils n'auront plus jamais accès à quoi que ce soit qui t'appartient. Je suis resté pensive un instant. Qu'est-ce qui est arrivé à leur maison?
ai-je demandé. Ils l'ont vendu. Ils y ont été obligés. Les frais d'avocat, les indemnités, le coût de tout le reste. Ruth a refermé le dossier. Ils ont déménagé dans un autre état. Je ne sais pas exactement où, et je n'ai pas besoin de le savoir. J'ai hoché la tête lentement. Je ne ressentais pas de joie à l'idée qu'ils aient perdu la maison, mais je ne ressentais pas de tristesse non plus. C'était juste des conséquences. Les actes ont des conséquences. Même pour les parents. Surtout pour les parents. Merci, ai-je dit à Ruth. Merci de protéger tout ça. De me protéger, moi. Elle a tendu le bras par-dessus la table et a serré ma main. C'est ce que fait la famille, ma chérie. La vraie. À l'âge de 13 ans, j'avais des limites claires. Aucun contact direct avec maman ou papa. Chaque message, chaque demande devait passer par Karen ou par un avocat. Pas d'appel, pas de visite surprise, pas de rencontre fortuite à l'épicerie. La première année, maman a essayé. Des lettres transmises par son avocat, des demandes à Karen pour un simple petit appel téléphonique. Une fois, elle s'est présentée à l'immeuble de Ruth, le garde l'a refoulée. Chaque fois que je disais non, ma thérapeute, le docteur Reeves, que Ruth m'avait trouvé, m'aidait à comprendre pourquoi. Tu ne les punis pas, Sydney, disait-elle lors de nos séances, tu te protèges. Il y a une différence. Mais c'est ma mère. Je triturais le bord du coussin du canapé. N'y a-t-il pas une règle qui dit que je dois lui pardonner? Le docteur Reeves s'est penché en avant. Le pardon n'est pas quelque chose que tu dois à qui que ce soit. C'est un choix que tu fais pour toi-même, quand tu es prête si tu le es un jour. Elle marqua une pause. Et même si tu pardonnes à quelqu'un un jour, cela ne signifie pas que tu dois le laisser revenir dans ta vie. J'ai réfléchi à cela pendant longtemps. Donc, je peux lui pardonner sans l'avoir? Tu peux lui pardonner sans jamais lui reparler si c'est ce dont tu as besoin. Le pardon n'est pas un ticket d'entrée que l'on donne pour laisser quelqu'un revenir dans sa vie. C'est juste le fait de lâcher le poids pour soi-même. J'ai hoché la tête doucement. Je ne suis pas prête, ai-je dit, pas encore. C'est normal. Le docteur Reeves m'a souri avec douceur. Tu n'as pas à l'être. 7 ans plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas par un avocat cette fois, juste une enveloppe ordinaire dans la boîte aux lettres, transférée depuis une adresse que je ne reconnaissais pas. L'adresse de l'expéditeur était en Arizona. L'écriture de maman. J'ai gardé l'enveloppe longtemps avant de l'ouvrir. J'avais 18 ans quand j'ai enfin lu les 2 lettres. C'était en août. Je préparais mes cartons pour l'université, une bourse complète, un programme de droit, un avenir que j'avais bâti moi-même. Ma chambre d'étudiante m'attendait. Ma nouvelle vie m'attendait. Mais d'abord, je devais clore ce chapitre. Je me suis assise sur mon lit, dans l'appartement de Ruth, ma chambre, désormais, avec des posters au mur, des photos de Ruth et moi au match de basket, et mon étagère pleine de livres de poche et cornets. J'avais les 2 enveloppes en main. La première datée d'il y a 7 ans, celle que maman avait écrite après le verdict. Je l'ai ouverte. Sydney, je sais que j'ai eu tort. Je ne sais pas comment m'excuser parce que personne ne m'a jamais appris comment faire. Ma mère m'a abandonné, elle aussi, tu sais, elle m'a laissé chez des parents pendant des mois d'affilée pendant qu'elle voyageait avec son nouveau mari. Je pensais que c'était normal. Je pensais que les enfants étaient censés se débrouiller seuls. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que je suis en thérapie maintenant. J'essaie de comprendre pourquoi je suis comme je suis. Et si jamais, un jour, tu veux parler, j'attendrai. Peu importe le temps que cela prendra. Maman. Je l'ai lu 2 fois. Puis, j'ai ouvert la seconde lettre, celle d'il y a quelques mois. Sydney, j'ai appris que tu entrais à l'université. Une bourse complète. Je suis fier de toi, même si je n'en ai aucun droit. Tu as réussi cela toute seule, malgré tout. Je suis toujours en thérapie. Je continue d'essayer. Je ne sais pas si je serai un jour la mère que tu méritais, mais j'essaie d'être une personne meilleure. Je ne demanderai pas à te voir, mais je voulais que tu saches que je suis désolé. Vraiment. Maman. J'ai posé les 2 lettres. Ruth est apparue à la porte. Ça va,
ma grande? J'y ai réfléchi. Je ne sais pas si je la crois, ai-je dit honnêtement, je ne sais pas si elle a vraiment changé. Tu n'as pas à décider maintenant. Je sais. J'ai replié les lettres et je les ai remises dans leurs enveloppes. Mais je crois que ça me va de ne pas savoir, du moins pour le moment. Ruth a hoché la tête. C'est plus que suffisant. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être pas. Mais, pour la première fois, j'avais l'impression que c'était mon choix, et seulement le mien. Le jour de mon départ pour l'université, je me suis tenu sur la place du campus et j'ai regardé en arrière. Pas physiquement, Ruth était déjà repartie, me saluant de la main depuis sa voiture, les larmes aux yeux et un sourire de fierté sur le visage. Mais, dans mon esprit, j'ai retracé le chemin qui m'avait mené ici. Je me suis souvenu de la petite fille de 11 ans assise dans une cuisine vide, comptant ses $20, se demandant si elle pourrait survivre un mois. Je me suis souvenu de m'être filmé devant un frigo vide, la voix tremblante, sans savoir si quelqu'un verrait un jour ces vidéos. Je me suis souvenu de Karen demandant « Est-ce que tu veux être en sécurité ?» et de la réalisation que c'était la première fois que quelqu'un me donnait le choix. Je me suis souvenu de Ruth apparaissant à la porte de Monsieur Harold, une inconnue devenue ma famille. Je me suis souvenu de moi, debout dans cette cuisine, le téléphone à la main, disant à ma mère « Je ne mentirai pas pour toi ». 7 ans. 7 ans depuis cet été-là, et me voici, en bonne santé, éduquée, entière. Non pas parce que quelqu'un m'a sauvé, mais parce que je me suis sauvé moi-même. On m'avait appris que parler était une trahison, que le silence était la loyauté, et que les bons enfants ne causaient pas d'ennui. Il m'a fallu mourir de faim, seul dans ma propre maison, pour comprendre la vérité, le silence ne vous protège pas, il ne protège que les gens qui vous font du mal. J'ai regardé autour de moi sur la place des étudiants qui riaient, portant des cartons, commençant de nouveaux chapitres. Mon chapitre. Ma vie. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto à Ruth, je suis installé. La chambre est sympa. Merci pour tout. Elle a répondu instantanément, si fière de toi, toujours. J'ai souri. Quelqu'un derrière moi a demandé son chemin pour la bibliothèque, une fille de mon âge, l'air un peu perdu. Je lui ai indiqué la bonne direction, et nous avons fini par marcher ensemble, discutant de nos spécialités, de nos villes d'origine et d'espoir. Le passé n'a pas disparu. Il ne disparaîtra jamais. Mais, il ne me possède plus. Les gens me demandent parfois, si tu pouvais revenir en arrière, ferais-tu quelque chose différemment? La réponse est toujours la même, non. Je ne regrette pas d'avoir dit la vérité. Je ne regrette pas les vidéos, les rapports, ni le jour où la police est entrée dans la fête, parfaite, de ma mère. Je ne regrette pas de m'être tenu dans cette cuisine et de lui avoir dit que je ne mentirais pas. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir dû attendre de mourir de faim pour comprendre que je méritais mieux. Si vous écoutez ceci et que vous reconnaissez quelque chose, si vous avez grandi dans l'invisibilité, si vous avez été le bouc émissaire, si vous avez appris à vous effacer pour le confort de quelqu'un d'autre, je veux que vous sachiez une chose, parler n'est pas une trahison. Fixer des limites n'est pas de la cruauté. Vous avez le droit de vous protéger, même contre les personnes qui étaient censées vous protéger. Ma mère m'a laissé avec $20 et une carte qui ne marchait pas. Elle pensait que je serais trop effrayée, trop obéissante, et trop désespérée d'obtenir son amour pour oser parler un jour. Elle avait tort. J'ai survécu à ce mois. J'ai tout documenté, jour après jour. J'ai laissé la vérité parler d'elle-même. Et quand les conséquences sont arrivées, quand elle s'est tenue dans son propre salon, entourée de ses invités parfaits, regardant son image parfaite voler en éclats, ce n'était pas de la vengeance. C'était juste la réalité qui la rattrapait. La famille n'est pas une question de sang. C'est une question de savoir qui est là, présent. Ruth a été là. Monsieur Harold a été là. Madame Patterson et Karen ont été là. Les gens qui vous aiment ne vous demanderont jamais de mourir de faim pour eux. Mes parents m'ont laissé avec $20 et une carte de crédit bloquée. Mais je suis parti avec quelque chose qu'ils ne pourraient jamais me donner, la vérité, mes limites, et une vie qui m'appartient. Et ça c'est la seule fin heureuse dont j'ai besoin.